Voilà, donc ceci, c'est mon premier sitar. Il a été acheté en 1999 à Varanasi, en Inde, la ville sainte, Bénarès. Donc la ville, c'est une des villes où passe le Gange. Et elle a un caractère sacré. C'est là que la plupart des hindous rêvent d'incinérer leurs morts. Et donc j'étais à Varanasi en fin octobre, début novembre 1999. Et mes années 90 se sont terminées par l'acquisition de cet objet. Alors ça s'est passé un peu bizarrement. En fait, j'étais guitariste, j'avais fait pas mal de guitare. Mais les années 90 avaient été un peu moins productives pour moi au niveau musical. Et je me suis retrouvé là, à Varanasi, à regretter de ne pas avoir pris mon instrument avec moi. Mais je n'avais pas du tout prémédité le fait de commencer le sitar. Ça s'est passé un peu par hasard. J'ai croisé un Allemand, un blond aux yeux bleus, avec un sitar. Alors je me suis dit, tiens, il y a moyen de jouer cet instrument sans être indien. Alors j'ai parlé avec lui et il m'a emmené chez son maître qui s'appelait Rajban Singh, qui était un personnage haut en couleur assez fabuleux. Et très vite, sans rien comprendre, en quelques heures, je me suis retrouvé dans un magasin de musique. On a acheté ce sitar. Rajban Singh a toqué sur une trentaine de coques pour choisir celui-là en particulier, qui avait un son plus profond, plus consistant que les autres. Et donc, j'ai commencé d'abord à apprendre la musique indienne, et puis très vite, je me suis mis à faire des choses plus personnelles, plus de la musique de fusion. Hein, et voilà, donc une nouvelle aventure commençait, mais qui était ma sortie en fait des années 90 et du millénaire aussi. Pour moi, il y avait besoin de sortir de ces années 90 parce que il y avait quelque chose. Il y avait cette ambiance de fin de millénaire, de fin de siècle. Il y avait un décompte, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il y avait vraiment, c'était quelque chose qui obsédait beaucoup de monde, cette histoire de décompte des années jusqu'à l'an 2000, le millénaire. Il y avait même sans prêter l'oreille aux tentations millénaristes, il y avait un fétichisme comme ça du nombre. Et alors ce voyage en Inde, ça mettait fin à ces années 90 par une quête, je dirais une quête de sens. Il y avait une forme de... Dans les années 90, moi je l'ai vécu comme un moment où le sens se perdait, se disséminait en tout cas. Le sens était un peu éclaté. C'était lié probablement aussi à cette dimension un peu millénariste. Il y avait un scepticisme ambiant. Alors le scepticisme, ça peut être une posture philosophique très intéressante. Et ça l'a été dans beaucoup de cas. Et il y avait aussi une forme de nihilisme, au sens où on ne savait plus très bien à quoi croire, vers quoi se diriger. Ces années 90, pour moi, elles ont aussi commencé avec Toto le héros, le film de Jacob van der Mael, qui posait bien ce problème-là, hein, justement, de c'est quoi donner du sens à sa vie, c'est quoi une vie réussie. Donc ça, c'était le terminus aquam, donc ce à partir de quoi on démarrait les années 90. Alors Toto le héros, j'étais impliqué parce que il se trouve que Jacob van der Mael et Pierre van der Mael sont mes tontons, tous les deux. Donc j'avais lu le scénario déjà quelques années avant. Quand le film est sorti, ça a été un événement pour toute une génération. Je crois ce film, c'était un film belge qui a eu un succès international certain et qui était en phase avec son époque. Et donc ça posait la question de comment réussir sa vie, quel sens donner à sa vie. Et il y avait un pessimisme joyeux qui, moi, me semble bien correspondre à ces années 90. Hein. C'est à la fois très gai, mais en même temps, c'est au moment où il meurt que Michel Bouquet, le personnage de Michel Bouquet, commence à rire. Hein, enfin, je dévoile la fin du film, mais tout le monde l'a vu. Et donc voilà, premier aspect, il y avait une quête de sens pour sortir de cette espèce de scepticisme. Je pense que c'est dans les années 90 aussi que toutes les histoires de développement personnel, etc., ça a pris beaucoup d'importance. Et alors ça, c'est le deuxième point, une quête d'universalité qu'un voyage en Inde pouvait vraiment apporter. Alors ça, c'est en tant que philosophe. Hein. Les années 90, c'est aussi les années où j'étais étudiant en philosophie, puis docteur. J'ai fait ma thèse de doctorat en 1999, mon voyage a directement suivi. J'ai défendu ma thèse de doctorat en 1999. Et donc, il y avait cette idée d'une nouvelle universalité, en quelque sorte, hein, après la chute du bloc de l'Est, etc. On était dans
on commençait à parler de mondialisation, hein, c'était un terme à la mode déjà dans les années 90. Donc il y avait cette histoire de mondialisation, et en même temps cette mondialisation allait de pair avec une uniformisation, une standardisation des comportements, des références culturelles, etc. etc. Et donc, quelque part, aller en Inde, c'était se confronter à une altérité réelle, hein, parce que c'est un choc, c'est une épreuve, en termes de connaissance de soi, un voyage en Inde, c'est toujours quelque chose d'assez radical. Et donc, il y avait aussi l'idée que l'universalité, c'est pas l'uniforme, c'est pas uniquement le standard, mais qu'il faut réinventer des formes d'universalité. Hein. En philosophie, j'avais beaucoup travaillé sur un philosophe qui s'appelle Plotin, qui est le fondateur du néoplatonisme, un philosophe de l'unité, mais qui montrait bien que l'unité, ça ne veut pas dire que tous les êtres font la même chose, ou que, voilà, que tout le monde est identique, hein, mais plutôt qu'il y a un centre vers lequel cet éclatement peut converger. Hein. On peut penser l'unité et en même temps que la multiplicité, en même temps que l'éclatement. Ça, c'était la grande leçon du néoplatonisme. Et alors, on racontait que Plotin a voulu, donc sur lequel j'avais fait ma thèse de doctorat, a voulu faire un voyage en Inde avec l'empereur romain de l'époque qui s'appelait Gordien III. Et donc il aurait voulu prendre connaissance de la philosophie des Indiens, qui était d'ailleurs à bien des égards très comparable avec la sienne. C'est le plus orientalisant des philosophes grecs, disait-on. Et donc moi, comme une boutade, je disais, je vais faire ce voyage, parce que Plotin lui-même n'avait pas pu le faire, c'est au IIIe siècle de notre ère. L'armée de l'empereur, il y avait eu une rébellion dans l'armée, l'empereur avait été assassiné, Plotin avait dû rebrousser chemin et fonder une école de philosophie à Rome. Et donc, je le disais en forme de boutade, c'était la fin de ma thèse. Moi, je vais le faire, ce voyage de Plotin en Inde. Je vais aller un peu voir comment ça se passe. Et donc, je suis parti avec un projet de recherche en philo. Et puis, je suis revenu avec un sitar. Voilà.